L'approche humaniste est née dans les années 1960. Insatisfaite des concepts proposés par la psychanalyse et critique vis-à-vis de la rigidité du comportementalisme, elle souhaite mettre l'humain, son potentiel, ses capacités à se remettre en question, ses émotions, ses croyances et ses besoins au centre de ses interventions. L'approche centrée sur la personne, développée par le psychologue Carl Rogers, est l'aboutissement thérapeutique le plus complet de cette approche. C'est une approche également philosophique. Elle a formalisé des consignes aussi de bien-être et de savoir-être pour le thérapeute et autres intervenants travaillant dans la relation d'aide. Pour les humanistes, l'individu réagit face au monde et ses agressions selon son propre cadre de référence, son propre vécu avec son lot d'émotions et de croyances, mais également en fonction de l'image qu'il se fait de lui-même et celle qu'il convoite. L'individu se crée une image de lui actuelle, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il croit dans sa vie actuelle, désigné par les humanistes comme le moi réel. Il a également une image de son moi idéal, soit ce qu'il aimerait être. Pour les humanistes, l'être humain est doté d'un potentiel humain positif qui le pousse à aller vers un moi idéal. Ce mouvement vers le moi idéal peut soit être exploité de manière positive, comme par exemple lorsque nous sommes motivés à devenir une meilleure personne, ou au contraire aboutir à des difficultés ou pathologies si nous n'arrivons pas à atteindre notre moi idéal, car ce dernier est peut-être trop ambitieux ou carrément irréalisable. Les humanistes s'intéressent donc à ces deux représentations de soi et déterminent s'il y a un écart trop conséquent entre les deux et ou des attentes trop utopiques. La congruence signifie qu'une personne est en accord entre ce qu'elle est actuellement et son moi idéal, ou que la distance est faible entre les deux, et qu'elle peut donc envisager de l'atteindre. L'incongruence, c'est l'inverse, c'est lorsqu'une personne se sent trop distante de son moi idéal. Cette distance peut donc, selon les humanistes, aboutir à des pathologies psychiques. Les humanistes pensent que les individus courent après leur idéal dans le futur et ne profitent donc pas assez du moment présent et du chemin pour y arriver, comme autant d'expériences positives pour s'actualiser de manière congruente. Pour les humanistes, c'est donc le chemin de la réalisation de soi qui est important et pas le temps que cela va prendre réellement, ni finalement l'objectif final, qui peut à tout moment en fait évoluer. Les individus qui ont donc de la peine à accepter leur situation de vie actuelle et vivent systématiquement soit dans le passé, soit dans le futur, peuvent développer, selon les humanistes, des pathologies. En vivant dans le présent, l'être humain peut développer son potentiel, faire des choix au plus près de qui il est actuellement et dans une certaine forme de congruence. Rogers disait d'ailleurs « Il existe un curieux paradoxe. Quand je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. » Les humanistes se sont également intéressés aux besoins fondamentaux qu'une personne cherche à combler et qui, s'ils ne le sont pas, peuvent provoquer des difficultés ou des pathologies. C'est Abraham Maslow, l'un des piliers de l'approche humaniste, qui développe cette théorie sur les besoins. Sa théorie sur les besoins a été maintes et maintes fois reprise dans beaucoup de domaines différents, en psychologie, mais en pédagogie aussi, beaucoup en coaching d'entreprise ou en développement personnel. C'est la fameuse pyramide des besoins de Maslow qu'il n'a d'ailleurs, et pour l'anecdote, jamais proposée sous la forme d'une pyramide. Selon cette théorie, un besoin, quel qu'il soit, fait émerger une motivation à combler ce besoin. Cette motivation est le symbole de l'énergie existante chez chaque individu, énergie qui peut soit être utilisée à bon escient, soit pas. Il est aussi intéressant de comprendre que si l'un des besoins premiers se trouvant à la base de cette pyramide n'est pas comblé, l'individu sera en difficulté pour réaliser les besoins qui se trouvent au-dessus. Nous y trouvons donc les besoins suivants. Le premier étage des besoins concerne les besoins physiologiques. Boire, manger, dormir, mais aussi les questions de sexualité. Le deuxième étage correspond aux besoins de sécurité. Le fait qu'on se sente en sécurité chez soi ou avec les personnes avec qui on vit ou dans l'environnement dans lequel on vit. Le troisième étage correspond au besoin d'appartenance. On a besoin de se sentir appartenir à une famille, à un groupe d'amis, à un village, à une communauté en particulier. Le quatrième étage, c'est le besoin d'estime.
On a besoin d'avoir de la reconnaissance, de l'estime de soi et de l'estime des autres. Et le dernier étage, ça concerne la réalisation de soi, c'est-à-dire la personne, elle va développer des compétences de développement personnel, des connaissances, des valeurs qui lui sont propres. Les troubles psychiques sont, pour les humanistes, des conséquences d'une entrave à l'être humain dans sa tendance à la réalisation de lui-même, sa quête de son moi idéal. Certaines expériences ne sont pas intégrées dans le cadre de la personne et posent donc un problème d'incongruence. Les individus qui ne vivent pas dans le présent, en y voyant les expériences parfois difficiles comme autant d'apprentissage de la vie et de capacité à se réactualiser, peuvent aussi développer des pathologies. C'est également le cas lorsque nos besoins ne sont pas comblés, et ce d'autant plus s'ils font partie des objectifs d'idéal du moi de l'individu. Le thérapeute se base sur le cadre de référence du patient, son expérience de vie propre, et non sur des théories en psychologie ou sur des idées propres au thérapeute. Par un dialogue bienveillant, un questionnement ouvert sur les émotions, le vécu ressenti par le patient, le thérapeute tente de dégager les ressources dont l'individu dispose pour faire face à ses difficultés, soit en baissant aussi ses attentes du moi idéal, soit en l'aidant à le réaliser par étapes, soit en freinant les aspirations trop élevées ou rapides de la personne, en l'incitant à vivre dans l'ici et le maintenant, tout en l'aidant à accepter sa situation et en le motivant à réaliser ce qui est de l'ordre du possible en faisant des choix. Le thérapeute humaniste est fondamentalement empathique. Il doit d'ailleurs suivre 3 principes appelés aussi variables de base lors d'un suivi. L'empathie, le regard positif inconditionnel et l'authenticité. Ce qui veut dire que le thérapeute doit lui aussi être congruent avec lui-même. Pas de faux semblants et de rôle à jouer si on est thérapeute humaniste. Vue comme une idéologie naïve lors de sa création, cette approche a mené beaucoup de recherches sur sa méthode d'entretien dont se sont inspirées par la suite beaucoup d'autres écoles en thérapie. Elle apporte une réelle 3e voie dans l'approche thérapeutique, notamment par son regard bienveillant et sa position basse en thérapie, considérant le patient comme le seul capable de développer ses ressources et créer son propre chemin de vie. Ce fut donc une approche révolutionnaire dans les années 1960 et elle reste très appréciée par sa philosophie. Car oui, c'est une approche à la fois psychologique et philosophique. À bientôt pour un nouveau cours sur Psychose.